tout à l'heure, on a vu peut-être le titre de l'exposition, de la conférence. J'étais un peu gêné, c'est pour ça que parce que, en discutant avec Isabelle, on était parti sur l'idée à cheval. Moi, ça me suffisait, à cheval. Isabelle, qui est maître chez elle, presque chez elle, a rajouté à cheval entre l'art et la bande dessinée, posant ainsi la question à laquelle je ne souhaite absolument pas que nous répondions: est-ce que la bande dessinée est de l'art? Voilà, les choses sont posées. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est votre manière d'envisager les allers-retours entre la bande dessinée, le dessin, les installations, le travail du livre, les galeries, bref, de voir un peu comment vous abordez votre art. Ça me semble presque plus personnel comme démarche. Vous avez sous les yeux depuis un moment une image qui n'a a priori rien à voir avec nous, sauf peut-être avec ce garçon. Ce garçon, je n'ai pas encore nommé ces jeunes gens, ce garçon c'est David Prudhomme. Et David Prudhomme me dit qu'il revient d'une grotte à côté de Pêche-Merle. Nous avons passé 10 jours en compagnie de... Alors, dans l'ordre, à gauche, Pascal Rabaté. Qui touche la paroi. Troups, ensuite, qui rêve, je pense. Troups, qui est presque un voisin, il habite en Périgord, dans la Double, pour ceux qui connaissent, dans la forêt de la Double. Ouais, ensuite, bon, c'est moi qui suis un peu illuminé par tout ça. Ensuite, Étienne Davodo derrière, et puis Edmond Baudouin. Devant, le Niçois, il se met toujours devant Étienne Davodo. Emmanuel Guibert, qui a l'air d'avoir vu la Vierge en plein vol, et puis Loïc Chaudet. Et que faisiez-vous, cher David, dans cette grotte? Eh bien, nous avons peint sur les parois, nous avons reproduit ce geste ancestral du dessin, mais sur la surface. De manière sauvage ou bien vous étiez chez vous? Non, on était chez nous, on n'a pas intervenu dans une grotte ornée. Le fait même de toucher la paroi comme ça ferait que je ne pourrais pas vous parler, je pense qu'on serait en prison à l'heure actuelle dans une grotte ornée. À Pêche-Merle, c'est intéressant parce que André Breton, devant la frise noire, des scènes célèbres de Pêche-Merle, quand il est allé la visiter, il ne croyait pas à l'authenticité des peintures et il a frotté son doigt sur la frise en disant: vous voyez bien que c'est faux puisque ça s'enlève. Et il s'est pris un coup de bâton du guide sur la main. C'est intéressant de voir qu'on n'arrive pas à imaginer, en tout cas, tant qu'on n'a pas posé le concept, tant qu'on n'a pas admis l'idée que les humains aient pu peindre ça il y a des millénaires, des dizaines de millénaires, on a du mal à l'envisager. Pêche-Merle, c'est la vraie grotte, c'est la vraie intervention. Pêche-Merle, c'est combien de... Eh bien, la plus récente des traces, alors la plus récente des traces est une retouche sur un cheval, deux chevaux ponctués qui sont assez fameux, qui s'entrecroisent dans les croupes, s'entrecroisent. Et il y a une légère retouche sur le poitrail d'un des chevaux qui est daté de moins 29 000 ans. Donc ça veut dire que tout le reste est antérieur. Et on ne peut pas les dater puisque c'est des pigments pour l'instant dont on ne sait pas dater l'origine. Ce qu'il faut dire, c'est que pour une partie de l'équipe, c'était un retour dans la grotte, pas celle-ci. Non. Que s'est-il passé en 2008, 9, 10 Ça a commencé en 2008. En 2008, on a commencé à faire des visites dans les différentes grottes ornées du sud-ouest. On a dû en visiter une dizaine, en faisant des croquis, des copies en fait, des peintures présentes. Comme on peut le faire dans le musée. Exactement. À travers le temps. Et ensuite, on a recomposé cette chose. On a chacun fait des séquences dessinées pour essayer de composer un livre qui serait comme des salles des fêtes où on se réunirait tous et on dessinerait en commun. Puis des couloirs, des diverticules dans lesquels on s'aventure à travers nos propres bandes dessinées. Puis on se rejoint à nouveau dans des salles des fêtes et ça donne un livre qui s'appelle Rupestre, qui est paru en 2011, un collectif chez Futuropolis. Nouvelle. Alors, je trouvais intéressant que David nous
parle de cette expérience toute récente, c'est-à-dire ce retour dans la grotte, cette manière, on ne verra pas les images qu'ils ont produites. Je posais bêtement la question tout à l'heure, à mi-journée, avons-nous le plaisir de visiter cette grotte qui est désormais ornée par tous ces excellents dessinateurs et qui comprendre leur démarche? La réponse est non. C'est non, elle est scellée. Et on ira peut-être la visiter, on pourra peut-être la visiter pour les Journées du patrimoine, donc en septembre prochain. Et on n'a aucune idée de l'état de conservation des peintures dans un an, quoi. Vous avez même eu cette expression, c'est pas Je si pense ça tiendra 35 heures ou 300 000 ans. 35 000 ans, je pense. C'est probable. C'est probable. Elle est perle. En revanche, il faut bien en garder une trace. Voilà. Il y aura un documentaire qui, dans un an, sera produit et qui est réalisé par Marc Azema, qui faisait partie du comité scientifique de Chauvet, qui a déjà filmé, enfin, qui est un cinéaste archéologique, on peut appeler ça comme ça. Et il a déjà travaillé avec Troups et moi à Lascaux 2. On avait fait une intervention dans la grotte, enfin la fausse grotte, mais à l'aide de rétroprojecteurs, projetant sur les parois et les anciens dessins, des dessins reproduits, mais nos propres interventions. Et puis il y aura à l'intérieur là, ouais, je pense, des choses qui montreront justement le travail évolutif, parce que c'est ce qui est plus intéressant. Là, les questions d'apparition, de disparition, selon la déambulation, avec l'éclairage des lampes frontales qu'on avait au programme. Donc c'est en fait, au final, en dehors du geste qui est intéressant de reposer dans cet espace premier, c'est également ces notions d'éclairage, et puis de surprise et de place du dessin. C'est-à-dire, une des choses que je retiens des premières visites, c'est la place du dessin dans l'espace. Dans la bande dessinée, en général, on est assez contraint et on a plutôt tendance à remplir l'espace des pages de dessin. Là, on peut très bien ponctuer un ensemble de quelques traces, fussent-elles extrêmement légères, presque des caresses pariétales, mais qui laissent une légère empreinte. Et moi, ça m'a vraiment posé la question à l'époque des visites déjà de la place que peut occuper le dessin dans un espace. Donc ça peut se jouer ici en galerie, et à ce moment-là, David Prudhomme regarde Frédéric Moisselet. Ou en spectacle. Et à ce moment-là, David Prudhomme regarde Mon Bifang. Même si les uns et les autres peuvent également être dans des galeries, ça vous arrive, David Prudhomme, ou faire du spectacle, ça vous arrive également. Avec notamment Philippe Dupuis, essentiellement avec Philippe Dupuis. C'est l'occasion de dire que vous êtes, si vous ne l'avez pas encore visité, dans l'une des salles de l'exposition de Philippe Dupuis, que nous vous invitons après cette discussion à découvrir, parce que c'est également, et c'est en soi, une réflexion sur le dessin, l'art, la bande dessinée, de manière assez subtile, nous semble-t-il. Philippe qui a réussi à me convaincre de monter à 6 mètres de haut sur des échafaudages. Donc, c'est une performance qui est réalisée. Alors ce qui m'intéresse aussi dans cette grotte que nous allons quitter, Simone, personne ne voit Simone, mais Simone existe. Quittons la grotte Simone, c'est pas mal. Absolument. Nous allons quitter et nous allons voir passer de manière aléatoire les images que ont produit ou ont accompagné nos trois invités là. Mais ce qui m'intéresse encore dans cette histoire de grotte, c'est de nous rappeler que finalement, cette notion qu'il n'y a peut-être pas de progrès dans l'art, que l'art produit il y a 30 000 ans, ou qu'il soit produit aujourd'hui, ou qu'il soit produit à la Renaissance, ou qu'il soit produit au XIXe siècle, a ses qualités propres qui restent fondamentales, majeures. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette idée déjà, pour savoir si je peux être inscrit en contre sur ça? Peut-être justement Frédéric Moisselet. Est-ce qu'il y a progrès en art? Je ne sais pas, en tout cas il y a évolution, et il y a évolution dans les intentions. Je crois que c'est souvent une question d'intention. Et
après, je ne sais pas si je dois démarrer sur moi. Mais pas. Enfin, après, par rapport au dessin, il y a énormément de façons de pratiquer le dessin, de l'envisager, de le concevoir. Personnellement, par rapport à ce que vient de dire David, je suis très éloigné de la construction de David, celle de Philippe aussi, sur un dessin finalement qui est vivant et qui est performatif. C'est-à-dire de faire du dessin un art vivant. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans ma pratique, et c'est quelque chose pour lequel j'ai toujours j'ai pas un naturel à aller vers ce dessin de performance. Pour moi, le dessin, c'est un rapport intime entre moi et cette entité du dessin, c'est de voir comment je vais pouvoir dialoguer avec le dessin, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va me laisser faire. Après, voilà, par rapport à ce que moi je peux produire comme dessin, il y a des dessinateurs virtuoses qui... C'est peut-être aussi parce que je ne suis pas un dessinateur virtuose, aussi que j'ai ce rapport de protection du dessin en atelier qu'on pratique juste vis-à-vis de soi-même et de ce rapport d'échange, de combat avec la matière dessinée. Voilà. Alors sur la virtuosité, nous vous laisserons votre modestie, mais ceux qui vont voir passer le travail... La virtuosité, pour moi, c'est quelque chose de très très factuel aussi. Hein. Des gens comme David, comme Bloch, comme d'autres, ont une virtuosité qui est évidente. Après c'est pas pour autant qu'ils doivent pas la combattre. Hein. Moi, je sais que aussi des dessinateurs virtuoses luttent aussi avec leur virtuosité pour essayer de sortir autre chose que l'évidence qui est la leur dans leur pratique, dans ce qu'ils ont dans les mains. C'est peut-être aussi parce qu'ils sont au service, ils mettent leur dessin au service d'autre chose qui est le récit, et que le récit en bande dessinée. Ce que vous avez finalement déserté. Voilà. On peut rappeler que vous avez commencé Ego Comics, vous avez encore, on parlait chez Dupuis que vous aviez fait avec Vincent Bernière, cette bande dessinée qui avait pour titre, excusez-moi, Le Château des Ruisseaux. Le Château des Ruisseaux. Nous sommes là et nous verrons passer à un moment donné des images de ces productions. Nous étions dans la bande dessinée à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir à quel moment, quel a été le processus qui vous a fait prendre de la distance avec cette manière de faire, qui est de produire du récit, pour dire désormais je veux me consacrer uniquement au dessin pour lui-même. J'ai toujours eu une pratique de dessin avant tout. Ça a d'abord été ma première matière et manière. Est venu un moment, finalement, quand la bande dessinée s'est transformée, avec des éditeurs comme l'association, Ego Comics, Frémoc, etc., juste un petit peu avant les années 2000, il y a eu tout d'un coup la bande dessinée est devenue autre, et cette autre bande dessinée m'a intéressé, je me dis tiens, là j'ai peut-être quelque chose à y faire. Donc je m'y suis glissé, j'ai fait quelques livres, on parlait tout à l'heure de grands auteurs, moi je suis plutôt un petit auteur. Non mais voilà, de bande dessinée, je parle de grands auteurs, parce que derrière un auteur, je peux mettre autre chose. Je peux me considérer vraiment comme un auteur de bande dessinée. Voilà. En quelque sorte, j'ai eu l'occasion, et je me suis faufilé quelques fois comme ça à faire de la bande dessinée, mais parce que malgré tout j'ai quand même une vraie passion pour la bande dessinée. Vous voyez là d'ailleurs, vous voyez là. Je crois que je la connais assez bien. Voilà. De Frédéric Poinçon. Mais finalement à chacune de mes tentatives de bande dessinée, finalement c'était à chaque fois une tentative, et au bout de cette tentative, finalement je l'arrêtais. Je la mettais de côté, et puis après je repartais sur une autre tentative de bande dessinée. Presque une sorte d'épuisement de soi-même, du style de récit que j'avais envie de mener via mon dessin. Mais finalement, peut-être comme je suis quand même naturellement plus dessinateur que narrateur, hein, au bout d'un moment, ça s'est épuisé, et puis
ça s'est épuisé jusqu'au moment où j'ai toujours derrière moi un projet de bande dessinée que je dois mener. Et ce qui fait que je me dis toujours, ah finalement si je suis quand même encore auteur de bande dessinée, parce que j'ai un projet de bande dessinée qu'il faudrait peut-être un de ces jours que je fasse. Merci d'être Mais encore je trouve toujours une occasion de repousser le truc et de finalement de m'être vraiment complètement retrouvé dans le dessin. J'aime beaucoup ce travail de David Prudhomme en voilà, dessin. effectivement, qui est le travail. Celui-ci est. D'ailleurs, c'est très fort ce travail. C'est le travail sur le Louvre. Voilà. Alors le Louvre, c'est un point commun entre les trois, puisque vous avez, jeune homme, fait cette traversée du Louvre dans la collection du Louvre Futuropolis, un des meilleurs de la série. Donc de cela, vous avez également Louis Fang avec Philippe Dupuis sur le Louvre-Lens, travaillé dans cette manière de réinterpréter ou de revisiter ce qu'est un musée. Comment ça s'est passé d'ailleurs, ça, on revienne un peu à votre manière de faire. Et je dis juste en passant que je crois que vous êtes graphiste au Louvre. Et donc nous avons là 3 personnalités rattachées par ce qui est le musée des musées. Votre expérience, Louis Fang? Par rapport au Louvre, hein. Oui. C'était une invitation de Futuropolis à faire un livre sur le Louvre. Mais nous, le Louvre Paris nous impressionnait trop en fait. Et moi, je ne savais pas quoi raconter sur le Louvre Paris. Il y a trop de choses et c'est assez écrasant. Vous avez utilisé le mot raconter, nous n'avons pas encore dit que vous êtes scénariste. Et à chaque fois, avec des dessinateurs différents, vous produisez des récits en bande dessinée. Et donc l'expérience du Louvre-Lens. Et en fait, Sébastien Gdédig, notre éditeur de Futuropolis, m'a dit mais ils ouvrent un nouveau Louvre à Lens. Et là, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, c'était assez comme un oxymore, le Louvre à Lens. Le fait qu'ils choisissent d'ouvrir un musée aussi prestigieux dans une région aussi désertée culturellement, c'était leur choix. Quand on s'est penché sur ce projet pour essayer de comprendre d'où ça venait, quelle était cette démarche, tout l'aspect social nous a beaucoup intéressés. Le choix d'ouvrir un musée à Lens et non pas dans une ville plus glamour, plus au sud, où il fait plus beau, mais voilà, avec la volonté de faire revivre toute une région. J'espère que les nordistes vous pardonneront cette manière d'approcher leur région comme étant déshéritée par définition. Eux-mêmes, ils souffrent d'un taux de chômage qui est vraiment terrible. Et le modèle du Louvre-Lens, c'était vraiment le Lionel de Bilbao. Alors le titre de l'ouvrage, si je ne m'abuse, c'est L'art du chevalement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, ces mots? Il y a l'art et il y a le chevalement. Et en fait, c'est 2 mots de vocabulaire qui appartiennent à l'art et au monde de la mine. Et on a creusé cet oxymore de l'art d'un côté, le milieu minier de l'autre, parce que le Louvre-Lens en fait a été construit sur un ancien site minier. Il y a encore des carrières en dessous. Et nous, ce qui nous a intéressé d'abord, c'était de comprendre la région, de comprendre ce site et de comprendre ce que c'est que le métier de mineur. Et donc on a commencé par là. On a commencé par rencontrer des mineurs de la région de Lens. On a même rencontré un mineur qui avait travaillé sous le musée, dans ce site-là. Et ça a été passionnant. C'était vraiment bouleversant. Et donc vous avez réfléchi à cette idée de l'art et de l'art dans un écosystème, dans un paysage, parmi une population. Quelle a été votre réflexion finalement? Ça vous a mené où? En fait, en documentant sur le monde de la mine, j'ai découvert un vocabulaire propre à ça et je me suis rendu compte qu'il y a des termes qui sont les mêmes, ou quasiment les mêmes. Par exemple, une galerie qu'on creuse et une galerie d'art. Les outils utilisés, le marteau, le burin, sont ceux du sculpteur, les muses, les mineurs ont les muses, tout comme les artistes. Et en fait, cet oxymore n'en était pas tellement un, il y a vraiment quelque chose de commun entre les deux. Et ce que je me suis dit au bout d'un moment, c'est que
l'artiste et le mineur font à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont creuser au plus loin pour aller chercher la matière noble et la faire remonter à la lumière pour la transformer. Et le charbon, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait du feu, on en fait de la lumière, donc une sorte de transcendance, et c'est vraiment la métaphore de l'art. David Prudhomme, votre passage au Louvre, votre traversée du Louvre, elle est à la fois une traversée artistique sur la confrontation de votre regard aux œuvres qui s'y trouvent dans ce musée des musées. Là encore, il y a un rapport à nous, à la population confrontée à l'art. Qu'est-ce que vous avez à dire de notre rapport à l'art? Ça, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, j'ai à travers d'autres livres aussi essayé de traiter ça justement. Comment l'art naît du pavé parfois, avec des gens qui le pratiquent sans savoir qu'on le nommera art des années plus tard. Quand le Futuropolis et le Louvre m'ont proposé de visiter le musée avec cette carte blanche qui donne accès à peu près tous les endroits du musée, je finissais rupestre en fait, j'étais encore en train de travailler dans les grottes, sur les grottes. Et ça a été la première année, une année de visite en fait, d'appréhension du lieu qui est tellement vaste, qu'il y a des mondes. Le Louvre, on dit le Louvre monde, mais c'est des mondes en réalité. Il y a diverses entrées et sorties, des labyrinthes. Avec tout cet écho, justement en ayant travaillé sur l'art pariétal paléolithique et en prenant à nouveau 6000 ans d'art de tous les continents en visitant le musée, je me suis senti un peu écrasé, donc j'ai au bout d'un an rien trouvé comme idée, à part celle de mes propres fantasmes en fait, qui reviennent vite dans le musée. Je crois que Belphégor n'a pas été créé par hasard, l'idée de fantôme, mais ça ne me plaisait pas de rajouter une fiction de toutes celles qui s'étaient sur les murs et toutes celles que chacun de nous apporte en fait en visitant le musée. Chacun amène. On peut le dire en passant que Les Fantômes du Louvre est un autre titre de cette collection. Mais explicite, vraiment clairement exprimé. Et non, je me disais, justement, chacun arrive avec son manger, si on peut dire, dans un musée. Donc j'ai repris un badge. J'ai fait une extended play pendant un an. Et un jour, justement, c'est en ayant ce pass et en n'ayant plus à rentabiliser d'une certaine manière mes visites au Louvre que j'ai pu faire des visites éclairs, des frappes chirurgicales un petit peu. C'est-à-dire aller rentrer, voir une œuvre, ressortir, et au final ne plus regarder pratiquement les œuvres que j'avais déjà bien absorbées. J'avais fait le tour évidemment, mais je me suis un peu détaché de ça pour pouvoir regarder le spectacle total, qui me semblait être un peu total, c'est-à-dire l'ensemble que forment les visiteurs et les œuvres, quoi. Et voilà, bon après, comment dire, j'ai essayé de me dire, d'enlever le maximum de fiction justement dans la fabrication du livre. Donc je me suis mis en scène en train de faire une sorte de work in progress en me disant joue le rôle du Candide à fond, quoi. Soit le plus naïf, le plus con des touristes, téléphone dans le musée, ne t'intéresse pas aux œuvres, joue à la stupidité, assimile ça à de la bande dessinée en faisant un raccourci incroyable, mais malgré tout ça évoque aussi l'idée que le cerveau reconstruit, il cherche du sens, quoi qu'il arrive, juste à travers des images ou des explications tordues ou disparates, mais le cerveau fonctionne ainsi qu'on essaie d'associer malgré tout, d'où les complotismes et tout. Bref, donc je me promène comme ça en disant oh là là, j'appelle Sébastien, l'éditeur, en disant on voit mon personnage, mon espèce d'avatar, qui dit oh là là, regarde, c'est comme une BD géante, je marche dedans, il y a plus de monde que dans Tintin, enfin toutes des conneries quoi. Voilà. Pour désacraliser et faire qu'ensuite on s'attarde sur la relation finalement gestuelle, des attitudes essentiellement gestuelles et vestimentaires que les visiteurs peuvent avoir consciemment ou non en regard d'une œuvre. Donc on a tous une réaction, je pense, qu'elle soit intellectuelle ou physique, ou ça nous met en regard, enfin ça nous provoque quelque chose évidemment qu'on ressent
consciemment ou pas. Et j'en veux pour preuve aussi, justement, je repars dans les grottes. Quand on suit des grandes lignes, et ça se passe aussi dans l'art contemporain, tout à l'heure Philippe parlait des grands tournesols de Giffer, qui sont, je crois, le Guggenheim de Bilbao. Enfin, il y en a des énormes comme ça. La dimension spectaculaire des œuvres fait qu'on a une sensation physique, et ça se reproduit dans moult œuvres. Mais il y a aussi cette histoire de danse des yeux, quoi, finalement, quand on suit une grande ligne des yeux. Alors je le sais parce qu'il y a une acuité qui est due à la pratique, et donc je suis très affûté là-dessus, mais ça déclenche une réaction physique, en tout cas claire et nette pour moi. C'est que c'est vraiment presque de l'ordre de la véritable danse du corps entier. Ça met en jeu soit un bien-être, soit des sentiments tout autres selon le trait qui nous apparaît. Alors on va revoir passer à Rebetiko, on parle de Rebetiko, voilà le travail sur Rebetiko, voilà un corps qui danse, et David Prudhomme sait fort bien faire danser les corps. Alors non, c'est le monsieur qui dansait, j'ai rien demandé. Oui, bien sûr, c'est faire fort bien danser les corps, et vous verrez peut-être, puisque nous allons repasser la planche qui est extraite de la traversée du Louvre, que le style graphique est totalement différent. Et vous avez, Frédéric Poincelet, pointé la planche de David Prudhomme sur la traversée du Louvre pour dire ça m'a beaucoup intéressé, je trouve ça fort pertinent. Ça moins, non. Mais pourquoi? C'est ça qui m'intéresse, vous qui vous revendiquez pur dessinateur, en quoi ce travail... Ah, bah quand même. Non, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce travail de David, c'est aussi le fait qu'il ait eu le courage aussi de dessiner les œuvres. Parce que beaucoup de ses collègues dessinateurs sur ses collections ont évité de dessiner les œuvres, et donc il y a un petit copier-coller comme ça, ce qui est un peu un truc qui met de la distance et qui est un peu... Voilà, il y a une espèce de pastille comme ça qui tombe sur la planche, et ça casse le dessin. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de peur, de stress à se confronter à des œuvres aussi formidables que celles qui sont exposées là aussi? C'est perdu d'avance. Peut-être, mais sauf que finalement la solution de ne pas le dessiner et de coller une image, c'est peut-être pas non plus la meilleure solution. Je préfère voir quelqu'un qui se plante plutôt que quelqu'un qui colle une carte postale sur sa planche. Non, là David, c'est vraiment accaparer les œuvres comme il s'est accaparé les visiteurs, et les deux, il a remis une matière de dessin, il les a interprétés, et c'est la Joconde ou un Oudéa redessiné qui ont vraiment la matière et le vocabulaire graphique de David. Et c'est ce qui est fort dans cette réappropriation. Parce que voilà, il est dans le lourd, mais c'est son lourd qu'il a entièrement reconstruit à sa main. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Outre aussi le fait de se débarrasser au maximum de la narration. Il n'y a presque pas d'histoire. Il est là, voilà. Un soupçon de jeu de mots qui sert d'histoire. Voilà. L'histoire se fait aussi entre les visiteurs et les œuvres, et après par extension quand les visiteurs sortent, là il y a encore un nouvel écho avec finalement les visiteurs du métro qui prennent des postures d'œuvre, ce petit écho graphique. Restons, je suis désolé d'insister alors que vous avez votre chat dans la gorge, mais restons un moment encore avec vous. Quel est votre graphiste au Louvre, entre autres activités, et donc quelle est votre relation à ce musée, à ce qu'on voit et aux gens qui passent? Complexe, puisque ça fait quand même pas mal d'années que j'y traîne. J'ai un travail purement de graphiste, de signalétique, et s'occuper des expositions du musée du Louvre. Ça, c'est quelque chose de totalement à part. Et comme ce à part, finalement, qui a été presque un peu dans toute ma culture aussi en bande dessinée, art contemporain. On vient d'une époque en fait où on fait de la bande dessinée, où on fait de l'art contemporain. On ne mélange pas les deux. Et on ne dit pas en art contemporain qu'on fait de la bande dessinée. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe, les choses sont devenues beaucoup plus poreuses, et ça intéresse les galeries d'avoir des auteurs de bande dessinée. Ou, de la même façon,
au musée du Louvre, j'ai toujours complètement séparé les choses. Je suis au musée du Louvre, je suis pas un artiste, hein. Je suis un graphiste, je le dis pas, on le sait pas, enfin maintenant on le sait. Mais je me suis débrouillé pour qu'on le sache le moins possible. Jusqu'à récemment, en fait, le dernier livre et exposition que j'ai faite, puisque j'ai travaillé avec une commissaire, Anna Pija, qui est une critique d'art, et qui connaissant mon parcours, et qui avait connaissant mon parcours aussi en bande dessinée, on a pratiqué beaucoup l'autobiographie, voyait finalement de l'autobiographie dans tout ce que je fais, comme tout le monde. Et d'une certaine façon, on dit c'est curieux, j'ai envie de t'emmener là où tu vas jamais, j'ai envie que tu parles du musée du Louvre. Tu fais chier. Vraiment, c'est pas du tout là où je voulais aller. Donc au bout d'un moment, en réfléchissant, j'ai trouvé finalement un mot d'entrée qui s'appelle le Palais. C'était le titre de mon expo et du dernier livre que j'ai fait. Et le Palais finalement m'a servi de porte d'entrée pour construire un univers qui pouvait être un univers muséal, où il va y avoir des vestiges de statuaires, des échos, mais aussi qui devient un territoire, qui devient un territoire dans lequel je pouvais faire rentrer certaines figurations, certains récits. Je dis récits exprès parce que dans mon dessin, j'essaie de me débarrasser un maximum de récits, d'être le moins narratif possible. Mais finalement, quand on met deux dessins côte à côte, si on est figuratif, même si on n'est pas figuratif, quoi qu'on fasse, il y a une narration qui se pose. Les dessins se mettent tout de suite à dialoguer. Donc, vous êtes en train de justifier, donc je fais amende honorable auprès d'Isabelle Chaland, vous êtes en train de justifier le titre de cette intervention à cheval entre art et bande dessinée. Vous avez également parlé donc de récit. Et là, nous nous tournons vers Louis Fang, où le récit est sans doute peut-être à la base de votre travail, quel qu'il soit, puisque vous avez également écrit un roman, que vous produisez accompagné des spectacles, que vous les écrivez, et on va rester sur la bande dessinée que vous faites. Vous avez réalisé combien de bandes dessinées aujourd'hui, Louis ? Je sais pas. D'accord. 12, 13. Voilà, une bonne douzaine de bandes dessinées, avec des dessinateurs différents, et alors avec mon petit regard, moi je trouve qu'une des grandes qualités de Louis Fang, c'est de savoir choisir les dessinateurs qui accompagnent ses récits. C'est à ça, je crois, qu'on reconnaît un bon scénariste, c'est celui ou celle, une bonne scénariste, qui sait trouver le dessinateur, la dessinatrice, qui va porter au mieux son récit. Oui. Question à Louis, justement, ce voilà. Propos. Quel est ton rapport au dessin? Est-ce que le dessin peut être le stimuli de base d'une idée d'histoire? C'est souvent ça, en fait. Je crois que le départ, pour moi, c'est pas forcément le récit, ce que je vais raconter, mais c'est le désir que va susciter en moi le dessin de quelqu'un, ou une image, ou une vision. Et en fait, le récit va se mettre en marche pour arriver à cette vision, à la poser quelque part. Et en fait, je ne pense pas avoir une manière traditionnelle ou professionnelle de faire mes scénarios. Je ne dis pas trop que je suis scénariste, mais plutôt autrice, parce que j'ai pas cette démarche très technique de savoir-faire, parce que c'est pas tellement ça qui m'intéresse. C'est en fait d'arriver à incarner les sensations, les visions qui me traversent. Vous avez utilisé le mot désir, sensation, vision. Je crois que ce sont trois notions qu'on retrouve à travers toute votre œuvre. Est-ce que l'art a un rapport essentiel au désir et aux sensations, ça sans doute, mais au désir et à la vision? Le désir, c'est sûr. Hein. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je ne veux pas faire avancer un projet, ni même le commencer si j'ai pas ce désir-là. Et il y a quelque chose de presque amoureux entre le texte et le dessin. C'est-à-dire que c'est une rencontre. Hein. Je rencontre un dessin, le travail de quelqu'un. Ça doit susciter un désir chez moi.
qui est de... comme un fantasme en fait. On a envie de voir ce dessin faire d'autres choses, hein, de l'emmener ailleurs, de lui faire des choses qu'il n'a jamais fait en fait. Souvent à mes dessinateurs, je leur demande de venir avec moi dans un endroit où on n'est jamais allé. Frédéric Peters par exemple, quand il est venu me demander un scénario. Avec qui vous avez fait L'odeur des garçons affamés aux éditions Casterman. Donc lui me dit si tu as quelque chose pour moi, ça m'intéresse. Il m'avait même dit si tu as un scénario dans un tiroir qui traîne, ça m'intéresse. Dans un tiroir? Non, mais j'ai plein de cadavres dans mes tiroirs, mais je me suis dit pas pour lui, quoi. Je vais essayer de trouver autre chose. Et en fait, le truc que je voulais faire à Frédéric, c'était un western. Je ne sais pas pourquoi, moi à l'époque, je n'étais pas très spectatrice de western, pas forcément fan, mais je le voyais bien faire un western. Surtout que vous n'avez pas envisagé le western comme un western. Ou alors non, vous avez voulu d'abord réfléchir à qu'est-ce qu'un western. Oui, oui. Moi, c'est un travail sur la masculinité que vous avez fait. Le western est-il typiquement un travail sur la masculinité quand on le voit au cinéma, les grands westerns des grandes époques, par exemple? Moi, mon grand plaisir quand je commence un projet, c'est de me documenter, c'est d'apprendre quelque chose. Et ça peut me prendre des années. Pour L'odeur des garçons affamés, ça a pris 6 ans entre le moment où on a décidé de faire ça et le moment où le livre est sorti. Et là-dedans, c'est des années de documentation, mais j'adore ça. J'ai plein de lacunes partout, mais tant mieux, c'est un appétit, ça me donne des envies d'apprendre justement. Et contrairement à Frédéric, je ne suis pas une érudite du western, lui il l'est vraiment, il a une très bonne mémoire, donc il peut vous citer les noms des réalisateurs et des acteurs qu'il y a dans chaque film. Oui, ensuite, moi je pars toujours de la même chose, j'ai l'impression d'écrire toujours la même histoire, mais sous des formes différentes. Et la chose qui, moi, m'intéressait dans le western, c'est que c'est un genre très codifié, bien défini. Et moi, je voulais le faire dévier vers autre chose, mettre dedans des grains de sable pour faire dérailler la mécanique. Et en fin de compte, j'en reviens toujours au même thème, c'est-à-dire le désir, la frontière, où est-ce qu'on se situe, et c'est toujours une histoire d'exil de quelque chose. La fluidité des identités. La fluidité des identités, mais c'est surtout toujours des histoires de mobilité en fait. Et dans ma pratique, que ce soit en bande dessinée ou en spectacle ou autre, j'essaye toujours de faire dévier les choses vers je sais pas quoi, mais en tout cas de ne pas rester dans les balises ou les paramètres, mais voilà, de tenter quelque chose. Alors, est-ce que le dessin parasite aussi tu fais dévier aussi ton travail de scénariste? Oui. Comme tu parlais, quand tu as une vision, le dessin est important dans ta vision, dans te projeter, si après le dessin finalement chaloutait ton travail de scénariste. Oui, alors après ça dépend des méthodes de travail. Par exemple avec Frédéric, lui, il voulait un scénario fini avant de commencer. Donc pendant qu'il dessine, il n'y a pas tellement d'interaction et mon scénario est quasiment... il y a des petites retouches, mais dans la structure, il est placé. Et, avec quelqu'un comme Hugues Micol... Avec qui vous avez fait Blackout. Sur Blackout, justement, lui a commencé à dessiner quand j'avais juste un tiers du scénario. Et là, en effet, il y a eu parasitage entre les deux, ce qui était très bien. En fait, j'avais commencé à écrire après plusieurs années de documentation. Et Hugues m'a prise au dépourvu parce qu'à un moment donné, il m'a dit je suis prêt, je suis chaud bouillant, là j'ai fini un gros morceau et là il faut que je me mette à un nouveau truc et si on commence pas maintenant, ça va se reculer d'un an ou deux ou je ne sais pas. Et je me suis dit bon ça va, j'ai un bon tiers, j'ai de l'avance, sauf que lui il dessine très très vite, hein, donc il me rattrape. Il dessine très très vite quand on voit ses planches pratiquement, enfin je ne vais pas utiliser de gros mots, mais presque baroque parfois, avec une abondance
de finesse, d'enrichissement, d'enluminure dans une planche comme dans Blackout, c'est assez phénoménal, dans d'autres travaux aussi qu'il a fait. Mais donc il dessine très très vite. Il dessine très très vite, et puis moi voyant ce qu'il a dessiné et certains personnages qu'il a créés, que j'aimais bien. Il y a par exemple un personnage de dealer, le dealer d'Hollywood qu'on appelle le comte, qu'il a dessiné comme un petit mec avec une perruque improbable. Moi j'aimais bien ce personnage, donc je l'ai fait revenir à certains endroits. J'ai vu je lui ai dit étale-toi, comme c'est assez bavard comme récit, il faut vraiment des plages de dessins purs et vraiment, sens-toi libre de faire tout ce que tu veux, de la mise en scène et du découpage, et c'est ce qu'il faisait. Donc moi après au scénario, je lui aménageais vraiment des plages de liberté pour ça. Donc oui, il y a un parasitage, puis ça me stimule aussi de voir le dessin. Vous évoquez la mise en scène, on essaiera de ne pas oublier de vous faire parler de mise en scène, du passage du livre à la salle, au spectacle. Mais là, vous disiez, le dessin, je trouve, d'ailleurs vous avez noté, elle a dit les dessinateurs. Je ne crois pas que vous ayez, pour l'instant du moins, travaillé avec une dessinatrice. Une seule, Lucie Diombiano. D'accord, qui est parmi nous d'ailleurs. Mais sinon, non, j'ai failli travailler avec d'autres dessinatrices, et puis ça s'est pas fait sur le moment. Toujours est-il que vous l'avez compris, les dessins, que ce soit Philippe Dupuis qui nous observe du fond de la salle et dont on peut voir en partie son travail avec Louis Fang sur les enfants pâles et d'autres, que ce soit ce que vous avez fait Blackout, tout titre dont je vous conseille très fortement la lecture, ce sont vraiment des livres passionnants, j'allais dire presque majeurs, à mon sens en tout cas, dans la lecture. Blackout, donc avec Micol. On aurait pu citer encore, qu'est-ce qui m'échappe, ce que vous avez fait avec oui, par exemple, 100 000 journées de prière, aussi avec un autre Belge, Cédric Manche, absolument. Vous avez compris, non seulement Lou va chercher les dessinateurs avec qui elle sent que le récit sera porté, le dessin, le style, et même l'interaction dans la réflexion, dans la méthode de travail. À côté, David, souvent, et désormais depuis longtemps, même si vous aussi vous avez commencé petit comme tout le monde, c'est-à-dire avec peut-être des séries plus mainstream, des choses plus habituelles, depuis déjà longtemps, maintenant, quand vous n'êtes pas en collectif, vous êtes assez souvent seul. En revanche, votre trait, votre dessin, lui, s'adapte à votre propos. Est-ce que c'est le dessin qui s'adapte au propos ou est-ce que c'est le propos qui s'adapte au dessin? Bonsoir. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre Du bruit dans le ciel et Rebetiko, pour prendre deux de ses titres. Disons qu'à chaque fois que j'aborde une idée, alors j'ai remarqué récemment qu'elle naissait soit des lieux qui ont une grande importance en fait dans la construction du récit, c'est presque un écosystème que j'essaie de visiter, soit, alors ça arrive souvent, soit c'est aussi justement cette idée que l'art puisse naître du ruisseau, j'allais dire. Et ça c'est peut-être deux grandes tendances que j'arrive à repérer maintenant. Mais à chaque fois, les situations sont quand même très différentes, que ce soit la plage ou dans le bruit dans le ciel, Châteauroux, que ce soit... La plage avec Vive la marée, co-réalisée avec Pascal Rabaté. Soit le Louvre ou bien... Châteauroux, c'était donc du bruit dans le ciel, puisque c'est une évocation de votre terre d'origine. En tout cas, là, vous avez grandi. J'ai passé le bac. Enfin bon, à contrario, il y a des travaux comme La farce de Maître Patelin, ou Rebetiko, ou même La Tour des Miracles, qui sont des adaptations, qui sont des adaptations ou des travaux solitaires. Disons qu'à chaque fois, ça convoque évidemment aussi l'imagerie. L'image, évidemment au Louvre, bon, c'est extrêmement vaste, mais
ça convoque l'histoire de l'art, et à chaque fois que je pose un trait, un point ou une tâche qui résume tout le dessin, tous les dessins, ces trois éléments-là sont le vocabulaire de base qu'on retrouve depuis toujours. À partir de ces trois éléments-là, évidemment, dès que j'en mets un, ou que j'essaie de composer quelque chose, il y a soit l'univers mental, graphique, qui circonscrit à un lieu, par exemple sur la marée, sur la plage. Comment imaginer se débarrasser des images de Dubout qui reviennent instantanément, de Martin de Parr, enfin, je sais. Dubout, grand dessinateur, dont les personnages il y a des gens rebondis, on va dire, ont animé les pages de la presse, et Martin de Parr, grand photographe, dont les photos jouent avec les effets de foule. Ou Tati, enfin, bon, voilà, toutes les formes artistiques déjà qui ont arpenté le territoire reviennent. Et quand c'est pas le cas, de toute façon, c'est le cas aussi. C'est-à-dire qu'en dessinant, je ne les convoque pas, mais ils se rappellent à moi toute l'histoire de l'art, celle que je connais, hein, attention, celle qui revient en tout cas. Et ça arrive sans arrêt à chaque seconde, pratiquement, et elle dialogue en fait sans arrêt. Donc je ne dis pas que j'arrive à les faire bien parler, mais en tout cas je sais qu'elles me débordent, elles arrivent en permanence, les images. Frédéric Moncelet, vous posez des questions pertinentes pour aller vers aux autres. Je vous en prie. Non, mais pour finir par... Donc j'allais vous poser moi une question. Et donc tout ça, c'est un travail analytique. Après, j'essaie de me dire, de dégager une écriture, quand même personnelle, qui me semble à un moment d'analyse, on va dire un instant I, corresponde à l'idée que je me fais du sujet à traiter. Et donc à partir de ce moment-là, j'essaie de rester à peu près dans les clous de ce que j'ai analysé comme forme à donner. Donc c'est quand même plutôt la forme artistique qui s'adapte au sujet, qui essaie de coller. Vous pourrez vérifier tout ça en regardant dans le hall d'exposition des livres qu'on peut consulter, acheter, faire dédicacer la variété des styles de David Prudhomme. Vous évoquiez le palais tout à l'heure, qui était quelque chose d'un peu atypique dans votre démarche, absolument, et qui est un livre qu'on peut trouver également ici aux éditions réalistes, mais vous avez également prononcé le mot autobiographie. Au-delà de ce mot, où puisez-vous, dans cette démarche du dessin pour le dessin, votre inspiration, Frédéric Moncelet? Bonsoir. En gros, j'ai réagi à un mot-clé. Bonsoir, bonsoir. Le chien. Je l'appelle. Non. En fait, il y a quelques années, j'ai décidé que l'imagination n'était pas un sujet qui m'intéressait. En fait, j'ai rejeté l'imagination, j'ai rejeté la construction d'un univers, d'essayer d'élaborer une vision, et décider de dessiner, tout en étant vraiment spécifiquement figuratif, vraiment la représentation, essayer de créer des images qui ne portaient pas de récit, qui essayaient de se débarrasser au maximum parce que je produis, j'ai rien contre le récit, mais vous êtes pardonné. Voilà. Mais donc, quand on construit des images autonomes, y mettre pour moi du récit, c'est y mettre de l'anecdote. Et l'anecdote est plutôt un handicap ou un caillou dans une chaussure plutôt que quelque chose qui constitue une œuvre. Et donc ce dessin, c'est un dessin pour vous-même, ou est-ce que vous pensez au regard de celui qui va le voir? Non, c'est un dessin pour le dessin. C'est toujours une offrande que je fais au dessin. Au dessin, et à personne d'autre, ni à vous-même, ni au public. Voilà. Non, moi je pars toujours avec des intentions. Je veux
toujours construire quelque chose, j'ai toujours des très très bonnes idées, et en fait, j'y arrive pas. Donc le dessin me fout tout en l'air, hein. Et la façon dont le dessin me plante, me fout en l'air, je suis obligé de lutter avec lui, et au fur et à mesure se construit autre chose. Quand on voit mes images, on peut dire tiens, c'est très très construit, mais en fait pas du tout. C'est en permanence une lutte avec le dessin pour finalement réussir à s'en sortir à un moment, réussir à poser une image. Hein. Mais il y a quand même de la composition, il y a quand même un jeu de palette, il y a quand même un jeu sur le trait. Oui, parce que on va dire que j'ai un savoir-faire. Donc il y a un savoir-faire qui pourrait faire une image bien faite, et je fais de temps en temps des images bien faites qui ne sont pas forcément toujours les plus palpitantes, mais les images, je trouve que mes dessins les plus réussis sont ceux où je me suis le plus planté et où j'ai eu le plus à affronter le dessin. Vous parlez de dessin, vous répétez le mot dessin, nous restons au dessin, ça veut dire que le dessin pour lui-même c'est ni un outil pour servir un récit, ça on l'a bien compris, ni même quelque chose qui pourrait précéder par exemple la peinture. Moi j'ai toujours défendu le dessin. J'ai toujours défendu un dessin qui ne sert qu'à lui-même, qui n'est pas l'étape à la grande œuvre à venir. Voilà. C'est pour ça que je m'intéresse. Je n'ai pas de pratique de croquis. Je fais pas de croquis pour un dessin. J'attaque directement en espérant me planter, comme je vous disais, au maximum. Et donc oui, voilà, moi avant tout, je donne tout à cette cause. Revenons à nous, parce qu'on a dit quand même qu'on aborderait, même si le temps passe, et qu'il est déjà, on avait commencé en retard pour respecter la digestion de quelques-uns, rappelons-le. Revenons à nous, vous dites, je suis une autrice complète, qui s'associe avec d'autres parfois, vous le faites avec des dessinateurs en bande dessinée, vous le faites aussi quand vous imaginez des théâtres, de la performance, de la scène, comment peut-on dire ? Spectacle vivant. Le spectacle vivant, quel est, puisque nous sommes sur l'art et à cheval, qu'est-ce qui vous a donné, vous aviez commencé par ça, vous êtes venu à ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup vous franchissiez le cap de la scène ? C'est des invitations en fait. Ça a commencé par, il y avait un metteur en scène qui voulait adapter Les Enfants pâles sur scène. Les Enfants pâles, donc votre bande dessinée avec Philippe Dupuis, enfin, bande dessinée, votre roman graphique. Toute l'explication de comment on parvient au roman graphique est dans l'exposition. Vous aurez qu'à regarder comment graphique d'un côté, roman de l'autre, s'enchevêtre en une page. Je vous en prie. Et il y a aussi la ferme du Buisson. Il y avait un festival qui s'appelait Pulp, qui est terminé maintenant. Le Pulp, et pour cause, puisque le patron de la ferme du Buisson est désormais le patron du centre de la bande dessinée d'Angoulême, la cité de la bande dessinée. Et lui savait, donc Vincent Hesch, savait que j'avais un truc par rapport à la narration, un truc assez expérimental, en tout cas que ça m'amusait d'imaginer des formes différentes, hein. En tout cas d'essayer de faire quelque chose de différent et de sortir de la bande dessinée pour faire quelque chose avec du dessin, mais voilà, autrement. Dessin, musique En fait, il m'avait d'abord invité à ce qu'il appelait une nuit curieuse, avant qu'il devienne directeur de la ferme du Buisson. Il était programmateur et il y avait ce qu'ils appelaient des nuits curieuses, comme des nuits blanches, hein, où il se passait plein de trucs, des performances. Et il m'avait proposé une performance. Il m'avait demandé si je pouvais proposer quelque chose avec du dessin, et j'ai fait une performance avec de la danse et du dessin. Les dessinateurs, Nicole et François Wisleger, dessinaient sur un couple de danseurs nus, se servaient de la peau comme une page blanche. Et j'ai trouvé ça formidable à faire. Et donc, avec le Festival Pulp qu'il a créé ensuite, à chaque édition, il me demandait une installation, un spectacle, et donc c'était vraiment l'occasion toujours d'imaginer quelque chose de nouveau.
Et là, j'ai découvert vraiment le travail collectif et le plaisir du travail collectif. On fait des métiers assez solitaires dans nos ateliers, et là, d'être confronté à d'autres personnes, de devoir faire avec, trouver des idées tout de suite, en fait. Et comme ce que décrivait Frédéric, c'est de lutter. On a d'abord des super intentions, on a des idées, on a des super idées, mais une fois qu'on est sur place, on voit que ça ne marche pas toujours. Il y a des imprévus, ou alors si on la met en œuvre, cette idée, en fait, elle n'est pas bonne du tout. Donc il faut trouver autre chose avec ce qu'on a, et ça, c'est vraiment c'est super stimulant. Et le plaisir de la bande dessinée, c'est le plaisir de la collaboration. Et dans ces formes de spectacle vivant, d'installation, c'est le plaisir d'une autre forme de collaboration. David Prudhomme, vous avez franchi le pas aussi. Je ne sais pas si d'ailleurs vous l'aviez fait très tôt ou si c'est venu un peu, non pas sur le tard. Je précise que vous êtes peu ou prou, même si vous, et me semble-t-il la plus jeune oui c'est sûr, même de vous trois, vous êtes à peu près, avec beaucoup de chance, aux 8 ans de votre vie. Je suis généreux, hein, je suis généreux. Vous êtes à peu près aux 8 ans de votre vie, donc vous avez déjà... C'est bien ce que tu as fait. Vous avez déjà un beau parcours derrière vous. Vous avez, David Prudhomme, aussi, on le voit ici, aux rencontres Chaland, accompagné des musiciens, des chanteurs, faites du spectacle. Vous êtes là, vous, en direct, vous colletez au spectacle vivant. Quel est votre rapport? Qu'est-ce que ça vous d'abord, comment vous l'envisagez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, ça m'est tombé dessus. J'étais pas du tout convaincu à l'origine de l'intérêt de la chose. Parce que j'aimais, moi j'ai voulu faire de la bande dessinée pour ne surtout pas me retrouver en public et parler, rester caché en permanence dans l'atelier. Et voilà, et donc un jour, je crois que c'est au même endroit d'ailleurs, je crois que c'est peut-être que c'est la première fois lors de la ferme du Buisson aussi, cette nuit curieuse là, où il y a eu Exploding. Et avec Frédéric Rebena et Philippe Dupuis, on a travaillé sur des chansons et on se succédait en produisant un dessin en live. Même une séquence incroyable, on est rentré dans une lanterne magique à 4 et on a peint sur du rock, vous vous en rappelez, à toute vitesse, de manière plus qu'instinctive. Enfin, il s'agissait juste de bouger quoi, et de poser. C'est le mot exploding, c'est ça? Exploding. Donc c'était vraiment l'intention. En exploding, inevitable show. Voilà. Exploding, inevitable show. On le fait exploser. En franglais dans le texte. C'était une telle décharge, pas d'hémoglobine, qu'est-ce que c'est le truc qu'il y a? L'adrénaline. Voilà, explosant. Et, après, vous avez pris votre pied. Ah bah complètement. Et donc on était à la lanterne et à la fin on a déchiré le papier. Donc c'était ça représentait exactement l'idée que c'est la production du geste qui compte. Chose aussi que j'ai pu voir par ailleurs dans les grottes. Cette chose-là où il y a des dessins qui ne sont pas faits pour être vus, mais qui ont été faits pour être faits uniquement. Et partager finalement, je me suis dit, partager cette espèce de rythme et de plaisir quotidien qui est quand même suffisamment envoûtant pour qu'on y passe des années, c'est-à-dire suivre notre main, faire des traits, faire des lignes, tracer les choses. C'est quand même, finalement, c'est pas ça qui me nourrit aussi, plus que de raconter des choses, plus que d'arriver peut-être à un résultat dont on n'est jamais vraiment satisfait. Le fait même c'est pas un spectacle, je suppose, spectacle, quand il y a un mélange intéressant de contrôle et de laisser aller, un truc qui nous fait travailler nous-mêmes, en fait, qui nous fait évoluer nous-mêmes. On est en permanence en train de faire des allers-retours entre la tête, la main, le corps, la feuille. Et partager ça avec les gens pour voir, pour suivre justement ces lignes, ces superpositions, ces recouvrements, toutes ces choses qui font au
final des dessins, quoi. J'ai trouvé finalement qu'il y avait un véritable intérêt. Alors après, il y a différentes formes. Moi, je prends pas le temps forcément de cogiter à des dispositifs, mais Philippe est là pour ça. Philippe Dupuis, et proposer des choses à chaque fois à la fois spectaculaires, ludiques et voilà, qui donnaient vraiment envie de se frotter à l'exercice. Donc grâce à Philippe, j'ai pu pousser mes limites, c'est-à-dire de ne pas être assis dans la formule classique du concert dessiné avec ce que j'ai fait par ailleurs aussi, mais pour des raisons musicales, j'allais dire, parce que j'aime bien l'univers du chanteur. Donc là, c'était vraiment, tu disais performatif, oui, physiquement performatif, mais c'est pas pour en foutre plein la vue. Enfin, il y a un côté spectaculaire, évidemment. Quand on monte à 6 mètres sur des bâches, c'est évidemment pour aussi, mais finalement, c'est une manière de grossir cette danse des yeux dont je parlais là, au début, c'est-à-dire quand on va suivre un trait comme ça, qui va monter ou descendre, on va ressentir quelque chose d'autre, et quelque chose de particulier, je veux dire. Et puis voilà, alors après, les autres expériences que j'ai eues là-dedans, reste à construire. Oh, vous avez vu avec Mathieu Bogart, oui, c'est ça. Faire des choses comme ça. Je réfléchis un peu oui. Ici, c'est-à-dire Amérac rencontre Chaland. On va bientôt en terminer quand même. On a compris que vous étiez, vous marchiez parfois en solitaire, et même souvent en solitaire. Est-ce que vous aviez fait ce genre de partage d'expérience, ou est-ce que ça vous tente? Non, je n'ai pas fait ce genre de partage. Je ne sais pas pourquoi ça me tente pas du tout. Vous n'êtes pas pour autant un non collectif, parce que vous avez participé à des collectifs. Oui, mais après il peut y avoir d'autres formes d'échanges. Par exemple avec un architecte en ce moment. Pourquoi pas sur un travail autour de dessin et maison, par exemple. Monsieur, apparaître aux éditions réalistes bientôt. Là, c'était. Oui, là, c'était. Il y a Blutch. D'ailleurs, vous êtes une famille quand même, parce qu'on y retrouvera Blutch, on y retrouvera Hugo Bienvenu et donc Frédéric Poincelet. C'est pas tout à fait un hasard, tout ça. En fait, c'est bizarre, l'architecte, Louis Paillard, qui apprécie mon travail, m'a demandé de revisiter certaines de ses réalisations architecturales. En gros, les approprier et les transformer. Donc ce que j'ai fait, et en même temps il m'a demandé aussi avec qui, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt dans l'autre sens. Et je lui ai demandé avec qui il aimerait bien éventuellement me voir travailler, qui on pourrait échanger. Et ce monsieur me proposait Blutch et Hugo Bienvenu. Donc je lui ai dit, je pense que ça va pas être trop compliqué de les convaincre. Et donc voilà, ça s'est fait. Donc oui, on va dire que c'est une collaboration où on est chacun dans son coin. Oui, mais c'est encore un cheval. Voilà. Mais après, c'est réuni dans un livre, et c'est ce livre qui fait corps et qui fait se dialoguer nos aventures mutuelles. Merci à tous les trois de nous avoir accordé cette bonne heure de discussion et autour de notre travail. Et puis on a essayé de tricoter sur un cheval entre l'art et la bande dessinée. Vous voulez dire quelque chose, Frédéric? Bonheur. Oui, oh là 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 là, Lacan sort de ce corps. Nous avons effectivement un bonheur et un bonheur. Je vous donne rendez-vous d'abord. Merci aux rencontres Chaland, à Isabelle Chaland, Chaland, qui nous a permis de faire cette rencontre cet après-midi. Merci à Avril Tambouret qui est derrière la caméra, ce qui nous permettra d'avoir une trace de ce moment sympathique. Merci à Simone qui a permis de voir toutes ces images que vous avez pu voir derrière nous. Et je vous donne rendez-vous demain, ici même, à 11h et non pas comme à 14h marqué sur les programmes, avec Laurent Durieux, David Merveille et Jean-Marc Fiès pour parler de l'écran à la page et retour. Merci à vous.